Est-ce que ça t'arrive toi aussi de te faire demander quelque chose et d'avoir vraiment envie de répondre non, puis de réaliser que tu es en train de répondre oui et de t'embarquer dans quelque chose que tu n'as absolument pas envie de faire? Moi aussi, aujourd'hui, j'ai envie d'explorer justement ce phénomène-là avec toi. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Amélie Léveillé, je suis coach et experte en comportement TDH et aujourd'hui, on est dans l'épisode 176 et en fait, j'ai envie d'explorer avec toi un concept qui s'appelle le concept de fawning. Donc, en anglais, ça s'écrit Fawning. Donc, en fait, c'est le quatrième mécanisme de réponse lorsque notre système de danger est activé. Les trois premiers, j'en ai déjà parlé, c'est le fight, le flight, le freeze ou maintenant, fawning. Donc, le fight, c'est pas compliqué, c'est une activation de la colère qui va t'amener à avoir le goût de te mettre dans un état combatif. Donc, c'est généralement là qu'on a tendance à répondre de façon peut-être un petit peu trop agressive ou on va répondre de façon impulsive, donc parce qu'on a de la difficulté à contrôler notre impulsivité à répondre, puis on va répondre peut-être un peu de façon agressive. Le flight, qui est le fait de partir, donc de fuir la situation. Donc, tu as tendance à te mettre en mode fuite, à essayer peut-être de procrastiner, d'éviter la situation et tout ce qui va t'amener à être confronté à cette situation-là. Le troisième, qui est le freeze, qui est en fait une réponse où on a tendance à être complètement âgé sur place, on a de la difficulté à passer à l'action. On a de la difficulté à soit partir, soit s'engager dans une forme de combat. Mais la plus intéressante aujourd'hui dont j'ai envie de parler, c'est le fawning, qui est en fait comme si tu essayais de faire autant le fight que le flight. Donc, c'est comme si tu activais les deux systèmes en même temps. Et là, ce qui arrive, c'est qu'en fait, c'est un mécanisme d'adaptation à laquelle on va avoir développé le besoin, en fait, de relâcher la sensation d'inconfort quand quelqu'un nous demande quelque chose ou que tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression qu'on te demande quelque chose. Donc, ça va t'amener à avoir tendance à anticiper le besoin des autres et à essayer de créer une situation où, en fait, le confort de l'autre est plus important que le tien. Et ça va donner peut-être l'impression pour les gens que tu as tendance à être très adaptable, très agréable, très facile à fonctionner avec, alors qu'en réalité, tu es peut-être en train de te dire que tu n'aimes pas du tout la situation, mais que ce n'est pas sécuritaire pour toi d'exprimer ton inconfort ou ton désaccord. Peut-être même que tu as tendance à faire ça et en fait, tu t'en rends pas nécessairement compte. La majorité du temps, quand j'utilise ce mécanisme-là, je m'en rends même pas compte. Et c'est plus tard que je vais faire, mais pourquoi j'ai accepté de faire ça? J'avais pas du tout envie de faire ça. J'avais pas envie m'impliquer là-dedans. Et là, je suis un peu pris. Et c'est beaucoup plus difficile de dire à quelqu'un que ça me tente pas que, ben, après coup, quand je me suis déjà engagée, que de revenir sur ma décision. Et c'est là que j'ai tendance à procrastiner dans le fait de passer à l'action. C'est que ça me rend très inconfortable de savoir que je vais devoir dire quelque chose à quelqu'un qui va faire en sorte que l'autre sera pas content ou contente de la réaction ou de la réponse que je lui donne. Et ça va me mettre à avoir tendance à procrastiner. Tantôt, en fait, j'ai rencontré une personne et je lui disais en fait que la procrastination n'est pas toujours quelque chose à régler. La procrastination, en fait, ça arrive que ça va être une situation où ce que tu essaies de faire, c'est d'éviter de donner une réponse qui te rend, que tu sais que tu vas rendre les autres inconfortables. Ça va être une situation, quand je parlais de flight, tu sais, le fait de fuir, en fait, le fait d'éviter la situation, c'est pas nécessairement de la procrastination, c'est qu'en fait, tu te sens en danger. Puis quand je parle de danger, c'est pas un danger concret, réel. Là, tu sens pas nécessairement qu'il y a une attaque en ton intégrité physique, mais ça peut être une sensation, tu as peur d'être rejeté, tu as peur qu'on t'invalide, tu as peur qu'on... Moi, une des choses qui m'arrive, c'est que je suis pas une personne qui a une extraordinairement bonne capacité à expliquer pourquoi je n'ai pas envie de faire quelque chose. J'ai souvent peu d'arguments à présenter quand quelqu'un me demande quelque chose. De un, parce que j'ai de la difficulté à avoir accès à ma mémoire, donc j'ai de la misère à me souvenir si, par exemple, je suis déjà engagée dans quelque chose. De deux, quand c'est dans le futur, c'est très difficile pour moi d'essayer d'être capable de percevoir si dans ce futur-là, je vais être en mesure ou pas de faire ce qu'on me demande, ou est-ce que je vais avoir envie ou pas de faire cette chose-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont rentrer en conflit. C'est très difficile pour moi, mais aussi, j'ai pas une grande capacité d'accès à mes souvenirs. Donc, d'être capable de, quand je suis en situation où je me sens
un peu pris au dépourvu. C'est difficile pour moi d'avoir accès à mes mémoires. Je me sens pas nécessairement en sécurité et j'ai tendance à avoir de la difficulté à avoir des arguments. Mais pas juste ça. Je perçois souvent que le fait de dire non, juste parce que c'est non, parce que je n'ai pas envie de quelque chose, dans ma vie, ça a souvent été invalidé comme étant pas suffisant comme réponse, qu'il fallait que j'explique ma réponse. Et ben en fait, quand je vais expliquer ma réponse, je me suis souvent fait dire que c'était pas assez. Comme par exemple, si on me demande quelle saveur de gâteau j'ai envie d'avoir pour mon anniversaire et que je réponds, ben j'aimerais ça avoir un gâteau au chocolat et que la réponse de la personne va être, ben en fait, pourquoi le chocolat? C'est donc même une drôle de saveur. Il me semble que ce serait mieux de prendre framboise. Il y a des très fortes chances que par le passé, maintenant, je le fais moins, mais par le passé, j'aurais répondu: «Ah, ben oui, hein, t'as raison, c'est correct, on va prendre de la framboise». Donc, de l'extérieur, j'ai de l'air très compréhensive, j'ai de l'air affable, j'ai l'air à essayer d'amener, à m'adapter, alors qu'en réalité, à l'intérieur, je suis vraiment fâchée, j'ai pas du tout envie de manger. C'est pas que j'ai pas envie de manger un gâteau au chocolat, un gâteau à la framboise, c'est que j'ai envie de manger un gâteau au chocolat, mais je me sens pas en sécurité de l'exprimer. Donc, j'ai tendance à chercher un compromis ou chercher à plaire à l'autre parce que c'est inconfortable, cette sensation-là que j'ai quand la personne me dit qu'elle n'est pas d'accord avec mon choix puis que ce qu'elle veut, c'est que je décide, je prenne la décision de faire ce qu'elle veut, elle. Donc, c'est une situation, je pense, qui est très fréquente quand on a un TDAH, en partie parce qu'on a tendance à avoir un monde émotif qui est plus grand. Donc, pas plus grand dans le sens qu'on a plus de variété d'émotions, mais c'est qu'on a tendance à avoir des émotions qui sont assez envahissantes, qui peuvent être assez exprimées, avec beaucoup, beaucoup d'expression, ce qui fait que ça se peut que tu te sois fait dire quand tu étais plus jeune qu'il fallait que tu trouves une façon de mieux contrôler tes émotions. Et peut-être que moi, une chose que j'ai observée, c'est que je suis pas une personne qui a une si grande capacité d'adaptation que ça. Et quand on me demande de changer quelque chose alors que j'avais décidé d'aller dans une direction, c'est pas facile pour moi sur le coup de considérer de changer la direction. J'ai tendance à devenir fâchée, à m'opposer. Mais quand je me trouve dans une situation où je suis pas certaine de me sentir en sécurité, de pouvoir exprimer cet inconfort-là, je vais avoir tendance à essayer de faire en sorte que ça ne paraisse pas. Donc, pour l'autre personne, j'ai de l'air super correct, mais en dedans de moi, c'est pas cool pantoute. C'est la même chose pour quand on me demande de m'engager dans des choses dans le futur. Donc, on me demande de m'engager pour une activité familiale ou pour quelque chose. C'est difficile pour moi de savoir est-ce que à ce moment-là, je vais avoir envie de le faire, est-ce que ça va me convenir, est-ce que c'est comme ça que je veux faire les choses et j'ai tendance à l'accepter sans vraiment comprendre la décision que je suis en train de prendre. Et dans le futur, je vais dire, mais pourquoi j'ai pris cette décision-là? Pourquoi j'ai accepté ça? Ben, c'était parce qu'en réalité, je trouvais ça difficile de dire autre chose que oui. Parce que je ressentais que la personne allait être frustrée ou déçue de ma réponse. Et pour me protéger, en fait, parce que ça revient toujours à ce mécanisme-là. Ce mécanisme-là, c'est un mécanisme de protection. Donc, quand tu as l'impression que tu es en danger, puis comme on a comme beaucoup de TDAH ont tendance à avoir une dysphorie du rejet, donc on a une hypersensibilité au rejet, le fait de se rejeter, de se rejeter, pardon. On se rejette pas nous-mêmes. Le fait de se sentir rejeté ou le fait de penser que potentiellement on va se sentir rejeté nous rend hypersensibles à ce rejet-là et c'est pas au rejet nécessairement, mais ils vont nous rendre hypersensibles aux signaux, en fait, de rejet. Et ton cerveau, lui, va rentrer dans cet état-là de fight or freeze and fawn dans le but de se protéger, OK? Donc, ce que ça m'amène à faire, c'est que ça m'amène à accepter des choses ou de ne pas confronter, ou de ne pas nommer quelque chose qui me rend inconfortable parce que j'ai peur de la réaction de l'autre, parce que je me sens pas confortable dans la réaction de l'autre et que j'ai envie de soulager cette sensation-là. Fait qu'en fait, ce que je t'amènerais à faire, c'est est-ce que c'est quelque chose que tu as tendance à faire? Est-ce que tu as déjà observé que tu as tendance à faire vraiment du people pleasing à l'excès? Est-ce que tu as tendance à même procrastiner de répondre quelque chose à quelqu'un en sachant que cette réponse-là ne fera pas nécessairement l'affaire ou ne sera pas quelque chose que la personne est d'accord
ou va être contente de ta réponse? Est-ce que tu as tendance à chercher à toujours rendre l'autre content ou satisfait ou plaire à l'autre au détriment de tes propres besoins? Tu sais, peut-être que c'est même super inconscient, comme je disais, moi, je réalise que j'ai tendance à le faire de façon assez inconsciente et c'est en rétroaction que je me dis, mais pourquoi j'ai encore accepté? Je le sais. Je m'étais dit que j'accepterais plus ce genre de choses-là, que je dirais plus oui pour ce genre d'affaires-là, puis finalement, je suis comme, j'ai encore de la misère j'ai encore accepté quelque chose que j'avais dit que je n'avais plus le goût d'accepter. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. C'est de prendre conscience que tu as tendance à aller dans cette direction-là, que tu as tendance, toi, à essayer de rendre l'autre confortable. Et c'est pas une mauvaise chose. Ça reste quand même quelque chose tu sais, je pense que c'est un mécanisme qui est utilisé dans la société en général et qui est peut-être un peu nécessaire pour naviguer nos réalités sociales, mais il y a un niveau où il faut apprendre à reconnaître quand c'est à notre détriment. C'est systématiquement, tu te retrouves dans des activités qui te demandent énormément d'énergie, qui font en sorte que quand tu quittes ces activités-là, tu te sens pas bien et que en fait, ça t'empêche de faire d'autres choses parce que tu n'as plus tes capacités pour faire ça, ben c'est peut-être pas une bonne décision d'aller faire ces activités-là. Mais si tu... Une des choses que je me pose souvent, c'est est-ce que moi j'en ai envie ou est-ce que ce que j'essaie de faire, c'est de faire plaisir à l'autre? Je pense que c'est sûr que c'est important, peu importe dans la relation que tu es. Je pense qu'il y a des relations d'amour, des relations amoureuses ou des relations de couple où c'est nécessaire, pas de couple, pardon, des relations de couple, effectivement, mais des relations aussi d'amitié où, tu sais, ça va arriver que tu vas faire l'effort de faire quelque chose que tu as moins envie de faire parce que ça va plaire à ton partenaire ou à ton ami ou à la personne avec qui tu es en relation. Par contre, si tu as l'impression que c'est systématiquement à toi de t'adapter à ce que l'autre personne veut, si tu as l'impression que c'est systématiquement toi qui dois faire l'effort de sortir de ta zone de confort pour aller dans les choses de l'autre personne, ou si tu as l'impression que, en fait, quand tu proposes des choses et que c'est systématiquement refusé, puis là, je dis systématiquement, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est 100% du temps, là, il faut quand même que peut-être que tu te poses des questions sur est-ce que ça se pourrait que toi, tu as tendance à aller dans ce mécanisme-là parce que, dans le fond, tu essaies de faire en sorte que votre relation soit sans heurts. Donc, est-ce que tu as tendance à aller dans ce type de fonctionnement-là? Ça va t'aider, dans le fond, à l'identifier. Ensuite, ce que je te dirais, c'est, pose-toi la question, qu'est-ce que toi, tu veux faire? Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de faire? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne pour toi? Puis, pour revenir un peu sur les épisodes antérieurs que j'ai faits, c'est quoi l'objectif que tu essaies d'atteindre ici? Si la réponse, c'est, ben en fait, je veux pas que X personne soit fâchée contre moi ou je veux pas que X personne trouve que je suis pas comme ci ou que je trouve que je suis comme ci ou comme ça devrait être une bonne indication que peut-être que tu t'en vas dans la même direction. Dans la mauvaise direction, pardon. Je m'enferme dans mes mots aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Sache que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode-là parce que la première fois, la plateforme ne l'a pas enregistré. Donc, des fois, ça arrive, problème technique. Donc, en fait, c'est ça. Donc, si tu observes que dans le fond, tu vas faire les choses, pas parce que ça fait ton affaire, mais bien parce que tu as l'impression que c'est ce qui va mieux satisfaire l'autre, je trouve que c'est un peu... J'aurais tendance à me poser des questions par rapport à ça. Est-ce que tu as aussi tendance à est-ce que tu fais les choses parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. D'un point de vue social, souvent on va s'imposer des normes et on va se dire mais il faut que les choses soient comme ça. Peut-être parce que tu as peur, dans un certain sens, que quand les gens viennent chez toi, de vivre différemment, de faire les choses différemment, il va y avoir des gens qui vont te critiquer. Et c'est possible que ce mécanisme-là, tu aies tendance à essayer toi-même de te forcer à faire des choses parce que c'est, entre guillemets, comme ça que les choses doivent être faites, fermer les guillemets, parce qu'on a peur que quand les gens viennent chez nous, on vit différemment. Une des choses que moi j'ai faites dans ma maison, c'est dans ma maison, en fait, ma cuisine, la façon qu'elle est faite, je n'ai pas de garde-manger. J'ai des tiroirs où la majorité de mes aliments sont dans les tiroirs. Donc, quand j'ouvre les tiroirs, je vois les couvercles, puis sur les couvercles, ben, il y a écrit ce qu'il y a dessus. Ce qu'il y a à l'intérieur, pardon. Et quand je les ai faits, pour moi, ça faisait énormément de sens, puis ça fait encore énormément de sens. Ma cuisine, ça fait 8 ans que je l'ai et je la referai jamais autrement.
J'adore ce modèle-là d'avoir vraiment des tiroirs bas qui me permettent d'avoir accès à ma nourriture facilement et visiblement. Mais je sais que pour plein du monde, c'est bizarre, c'est étrange. Et même ça, ce que je réalise, c'est que j'ai eu longtemps tendance à le cacher parce que j'avais peur de la critique, j'avais peur que les gens me disent, ben ouais, c'est un peu bizarre, puis sachant pas quoi répondre, ben j'ai tendance à sortir des réponses qui vont aller dans le sens de ce que la personne va dire, alors qu'en réalité, j'aime beaucoup le design de ma cuisine, alors qu'en réalité, pour moi, c'est très, très fonctionnel, le design de ma cuisine, et que, en quelque part, c'est ma maison, puis j'ai pas vraiment à faire approuver ou non le design de ma cuisine par des voisins ou une amie ou peu importe. Et ce que ça m'amène à te dire, c'est moi, quand j'ai appris ce mécanisme de défense-là, ça m'a amené à me reconnaître énormément parce que oui, j'ai tendance à, quand je me sens en sécurité, malheureusement pour mon conjoint, j'ai tendance à avoir des éclats de colère. Je pense que c'est en prenant conscience de ça, on apprend à mieux le gérer puis à moins exploser. Mais en réalité, je réalise que j'ai très, très, très souvent tendance à essayer de rendre la situation facile pour l'autre en cédant à ce que l'autre va me demander, et ce, même si c'est à mon détriment. Même si je suis pas nécessairement d'accord avec ce que la personne va dire, mais je vais avoir tendance à aller dans son sens juste pour faire en sorte que c'est beaucoup plus confortable pour moi dans cette situation-là. Donc, pour revenir à quoi faire avec ça, mais en fait, je pense que ça passe beaucoup par prendre conscience du mécanisme que tu es en train d'utiliser. Ça passe aussi par apprendre à reconnaître, apprendre à faire une pause. Une des choses que j'ai appris à faire puis qui m'aide encore énormément, c'est avant de prendre un engagement, je prends une pause. Je vais me demander, généralement ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une façon de ne pas m'engager dans quelque chose en disant je vais te rappeler plus tard. Donc c'est plus simple pour moi. Mais en fait, souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre une pause. J'essaie de me demander et je vais souvent répondre, écoute, laisse-moi en parler, puis je vais être très honnête avec toi, je me sers souvent de mon conjoint. Je dis, je vais en parler avec mon conjoint, je te reviens. Donc, je mets ça souvent, c'est pas, le pire, c'est que souvent, c'est même pas vraiment vrai que je vais lui en parler. Pas parce que j'y parle pas de mes affaires, mais parce que, en fait, le but, c'est juste de m'acheter du temps. Le but, c'est de me donner du temps pour penser si j'ai le temps ou pas de faire, si ça me convient ou pas. Si, une fois que je me pose la question par moi-même quand je suis toute seule, est-ce que j'ai envie? Est-ce que ce qui monte, c'est oui, ou est-ce que ce qui monte, c'est non, mais j'ai pas envie de déplaire. Non, mais j'ai pas envie de décevoir. Donc, j'essaie d'apprendre à reconnaître ça. Et quand je reconnais que non, j'ai pas envie, ben, j'essaie de me donner le droit de ne pas, de dire non. Et c'est quoi? Une chose que j'ai appris qui est très difficile, c'est non est une phrase complète. Donc, tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à t'excuser de dire non. Un des signes aussi que tu as tendance à faire du phoning, c'est le fait de s'excuser à profusion. Donc, de s'excuser soit parce qu'on n'est pas capable de répondre à la demande de la personne, soit on est en train de s'excuser et le faire quand même. C'est quelque chose que je fais aussi. Donc, arrête de t'excuser. Donc, quand tu ne veux pas faire quelque chose, c'est correct de dire non. C'est correct de ne pas t'excuser. Tu n'as pas à t'excuser. La personne a pris une chance en te le demandant. Toi, tu es en droit de dire non si ça ne te tente pas, puis tu n'as pas de réponse, tu n'as pas d'explication donnée, pas de justification, tu n'as surtout pas à t'excuser. Tu as le droit à ton autonomie. Puis, je te dirais que c'est quelque chose qui est difficile. Je vois souvent, cette semaine dans la communauté, j'ai une personne qui me dit qu'est-ce qu'elle avait tendance à procrastiner, c'est de répondre aux gens quand elle sait que la réponse sera pas ce qu'ils désirent avoir. Puis en fait, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça se pourrait que ce soit pas un peu ce mécanisme-là? Puis comment on peut t'accompagner là-dedans? Mais je pense que déjà d'en prendre conscience, c'est un énorme pas, mais aussi d'aller vers des mécanismes de gestion de l'inconfort, peut-être préparer des phrases à l'avance sur comment répondre à la personne, peut-être faire un petit role-play avec quelqu'un. Donc, comme répéter un peu la scène avec quelqu'un, explorer ça avec quelqu'un qui n'a pas d'intérêt envers le résultat. Donc, tu sais,
parler, quand tu es dans une situation inconfortable, prends le temps de parler avec quelqu'un qui a pas d'intérêt, qui est neutre dans la situation, puis qui va t'aider à essayer de comprendre, mais qu'est-ce que toi tu veux au travers de ça? C'est quelque chose qui est important. Si tu as passé ta vie à te faire dire que tu avais tendance à changer d'idée, j'aimerais peut-être t'amener à considérer qu'en fait, peut-être que tu changes pas tant que ça d'idée, mais peut-être que à cause que tu te sens facilement invalidé, à cause que tu te sens facilement rejeté, à cause que tu as peur de te faire rejeter, de te faire dire que tu es inadéquat ou inadéquate, peut-être que tu t'es mis en fait à prendre des décisions et que dès que les gens questionnent ta décision ou dès que les gens remettent en question ta décision parce que ça les dérange, tu as tendance à céder à ça. Alors que dans la réalité, peut-être que c'est pas du tout dans cette direction-là. Moi, c'est un mécanisme que je réalise aujourd'hui que j'ai utilisé beaucoup dans ma vie, de d'avoir un intérêt pour quelque chose, puis au bout d'un certain temps, ben pour X raison, je m'en désintéresse, puis c'est correct parce que c'est souvent des intérêts passagers. Et là, quand les gens me disent «Ah, t'as encore arrêté ça, ah, t'as ton Dieu que tu changes souvent d'idée», puis j'ai pas changé d'idée, je savais que ça allait être un intérêt temporaire. Je savais que j'aurais pas le goût de faire ça pendant longtemps. Puis moi, j'étais correcte avec ça, mais c'est le jugement des autres. Ou par exemple, si je m'en vais dans une direction, je décide que je m'en vais faire quelque chose, puis que la personne avec qui je suis est pas d'accord avec ce que je fais, puis va remettre ça en doute, j'ai tendance à changer d'idée. Mais là, le problème, c'est que je serais pas satisfaite du résultat que je vais obtenir parce que dans la réalité, c'est pas ce que j'avais décidé de faire au début. C'est ce que l'autre m'avait proposé, c'est ce que l'autre a voulu que je fasse parce que c'est ce que peut-être cette personne-là préférait. Puis moi, ça m'a amené à accepter un peu ce que cette personne-là me proposait et ça m'a amené à suivre un chemin qui me convenait pas. Et après ça, je regrette parce qu'au final, la personne qui va vivre avec les résultats de tes décisions, c'est toi, c'est pas l'autre, c'est toi. Donc, si tu choisis de... Là, je vais donner un exemple super simple. Si tu t'en vas à la librairie puis que tu t'intéresses à un livre et que la personne avec qui tu te dit «Ah, ouais, tu t'intéresses à ça? Ah, t'es donc bien drôle parce que moi, je pense que je préférais celui-là. T'es sûr que tu préfères pas celui-là?» Personnellement, juste te dire ça, je vais avoir tendance à faire «Ah, OK», puis je vais déposer le livre qui m'intéressait puis je vais prendre le livre de l'autre. Je sais pas si tu reconnais quand je te dis ça. Mais la réalité, c'est que la personne d'un, je vais dépenser de l'argent pour acheter ce livre-là. De deux, en fait, des bonnes chances que je le lise pas parce que c'était pas vraiment dans mon champ d'intérêt. Je m'intéressais beaucoup plus à l'autre. Et là, je vais revenir à la maison avec une sensation de un, d'avoir dépensé de l'argent, gaspillé de l'argent. De deux, d'avoir acheté un livre qui me tente pas puis que je vais me sentir super mal de l'avoir dans ma bibliothèque et de pas le lire. Et de trois, de regretter de ne pas avoir pris le livre qui m'intéressait initialement. Puis là, en plus, je vais rentrer dans une espèce de cercle vicieux où je vais me dire que je vais aller m'acheter le livre qui m'intéressait quand je vais avoir lu le livre que l'autre personne m'a dit. Puis en fait, comme je le lirai probablement jamais, je vais avoir de la misère à atteindre le livre que je veux. Là, en plus, si je suis pas chanceuse, cette personne-là va s'en souvenir que j'ai acheté ce livre-là, elle va me demander qu'est-ce que j'en pense, puis là, je vais me sentir super mal et je vais tourner en rond et je vais patiner et je vais vraiment trouver la situation encore plus désagréable alors que si au départ, j'avais pris le temps de l'écouter et de dire, je vais prendre une pause et je vais me demander quel livre me tente et que je m'écoute moi, j'aurais acheté le premier livre. Je n'aurais pas pris le deuxième livre. J'aurais dit, ben écoute, moi, c'est ce livre-là qui m'intéresse. Tant même pour toi si tu t'intéresses à l'autre, mais moi, c'est celui-là que je vais prendre. Parce que c'est plus dans mon champ d'intérêt. Et ça me permettrait d'avoir un livre, d'être quand même fière d'avoir dépensé de l'argent sur quelque chose qui est intéressant pour moi, puis probablement qu'il y a beaucoup plus de chances que je le lise. Et je me sentirais pas sans arrêt confrontée et réactivée par rapport à ça parce que j'ai un livre dans ma bibliothèque qui ne m'intéresse pas, qui ne devrait pas m'appartenir. Donc, j'espère que ça t'aide un peu à avoir ce mécanisme-là de défense que je pense que je ne connaissais pas beaucoup, que j'ai exploré un peu et que je réalise en fait que j'ai tendance à aller quand même assez souvent, moins maintenant, mais assez souvent dans ce mécanisme-là, ce qui est un mécanisme où en fait de l'extérieur, tu as de l'air super correct, mais en dedans de toi, t'es pas en train de prendre une décision qui fait du sens pour toi. Tu es en train de faire en sorte que l'autre soit confortable dans la situation parce que tu veux te libérer de cet inconfort-là. Que la personne, il y a comme une tension qui se crée entre vous deux, tu veux t'en libérer. Donc, j'espère que ça t'a permis un peu de comprendre pourquoi c'est aussi difficile pour nous puis pourquoi on a tendance à aller dans ce type de réaction-là.
Et comment faire quand tu ressens que tu s'en vas dans cette direction-là pour justement t'aider à mieux gérer cette situation-là? Si tu as envie de joindre ma communauté, tu peux venir sur Ambitieusement TDAH. Non, tu peux aller sur mon site web amelieléveillé.com. Tu vas trouver la communauté gratuite Ambitieusement TDAH. Sache que si tu écoutes l'épisode sur Spotify, oui, il y a des publicités, mais 100% des revenus de ces publicités-là vont être donnés cette année à la colonie Sainte-Jeanne d'Arc, qui est à Contrecœur au Québec et qui aide des jeunes filles à passer des belles vacances l'été. Donc, je me mets tous les liens en commentaire sur la colonie si ça t'intéresse. Et si tu as envie de travailler avec moi, si tu as envie d'en savoir un peu plus, tu peux aller sur mon site web, encore une fois, amelieléveillé.com. Sur ce, je te souhaite une très, très belle journée. On se revoit la semaine prochaine.